Madame, monsieur, roulez jeunesse. C'est parti en effet pour un voyage plein d'avenir. Et oui, cette semaine, on vous parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Et pour cause, les enfants de l'an 2000 sont à l'honneur ce matin. Alors quels sont leurs projets, leurs doutes, leurs visions de l'avenir? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos journalistes. Alors attention, préparez-vous à une immersion au cœur de cette nouvelle génération qui ne manque pas de ressources. Hier encore, ils avaient 20 ans et n'ont pas pris une ride. Voici donc nos correspondants du jour. Nicolas Bertrand, que l'on rejoindra en Inde. Franck Genozo, qui lui nous donne rendez-vous en Israël. Marc de Chalvon, notre correspondant au Sénégal. Et enfin Alexia Kefalas, qui nous attend, elle, en Grèce. Alors, vous le savez, en raison du décalage horaire, bien sûr, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Pour la première escale, direction l'Inde, où les disparités sociales divisent le pays. Bonjour Nicolas. Il y a donc une jeunesse, on peut dire, à 2 visages, qu'il nous tarde de découvrir à travers 2 portraits que tout oppose. C'est absolument flagrant. Oui, bonjour Laurent. Alors il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans ce pays, l'Inde, et qui continue à m'étonner tous les jours, c'est que tout, absolument tout ici, est extrême. Déjà, la taille de ce pays est totalement extrême, la météo est extrême, la pollution est extrême, la spiritualité l'est aussi, et puis les différences sociales entre les personnes sont extrêmes. Il y a ici les personnes les plus riches de la planète et à l'autre bout de l'échelle, des personnes qui vivent dans le dénouement le plus total. Entre ces 2 extrêmes, une classe moyenne quasiment inexistante à l'échelle du pays. Alors c'est en partant de ce constat que nous avons voulu vous proposer ce reportage. Nous avons suivi 2 jeunes filles. L'une d'entre elles habite ici à New Delhi, elle est urbaine, elle est branchée, elle adore la mode. L'autre habite à peine à 50 km plus loin, dans un village. Elle n'a pas de téléphone et elle ne sort quasiment jamais de chez elle. Toutes les 2 ont 20 ans, toutes les 2 sont une facette de ce pays. À quoi rêvent-elles? À quoi ressemble leur vie? Regardez ce reportage, il est signé Amanda Jaquel et Victor Bachtik. Shwegna a grandi à New Delhi. À 50 km de là, Pooja vient de la campagne. Même pays, 20 ans toutes les 2, mais un quotidien complètement différent. Tous les jours pour Pooja, c'est réveil 6 heures. S'occuper du bétail, étendre le linge et cuisiner. La jeune femme est au service de sa famille. Là, nous préparons le thé. Puis nous nous occuperons du déjeuner et ma mère fera le pain. Voilà mes activités quotidiennes. Aider ma mère. À court terme, l'horizon de Pooja, c'est un mariage arrangé. On va attendre 2 ou 3 années de plus pour Pooja. Mais oui, dans notre culture, les filles se marient très jeunes. Shwegna, ma chérie, réveille-toi. J'ai amené ton petit déjeuner. Pendant ce temps-là, à New Delhi, c'est grasse matinée et service 5 étoiles. Ici, c'est la maman de Shwegna qui est aux petits soins. La jeune fille ne manque d'ailleurs de rien. Là, il y a mes crèmes, mes produits pour les cheveux, ma collection de parfums, c'est tous mes produits pour la peau. Cuisiner, faire le ménage, Shwegna ne connaît pas. Elle s'en fait même un défi. J'aimerais bien vivre toute seule une fois dans ma vie, adopter un chat, devoir cuisiner moi-même et nettoyer ma propre maison. Parce que si j'arrive à faire ça, je me dis que je pourrais tout faire. Pooja, elle, partage sa chambre avec sa mère et sa sœur. C'est à sa famille qu'elle dédie son futur. Mon rêve, c'est de construire une grande maison et pouvoir offrir une meilleure vie à mes parents. Ses affaires se comptent sur les doigts d'une main. Une tenue, un cahier, pas de téléphone portable ou d'ordinateur. Pour Shwegna, en revanche, pas question de se passer des réseaux sociaux. J'ai environ 10 900 abonnés sur Instagram. Ça a été difficile à réaliser, mais finalement j'ai réussi et je suis super contente.
L'après-midi, c'est sorti entre copines. Paillettes et grandes marques, loin du sari traditionnel. Pooja, elle, ne sort qu'une fois par jour de sa maison pour aller donner des cours de soutien scolaire. Good afternoon, everybody. Car quand elle n'étudie pas, la jeune fille est déjà professeure. C'est dans cette association qu'elle-même a reçu une formation en informatique. L'éducation, pour moi, c'est vraiment le plus important. Sans éducation, je ne suis rien. Dans le futur, peu importe ce qu'il arrivera, je ne laisserai jamais les choses venir à moi. Je continuerai à travailler dur pour avoir ce dont j'ai besoin. Deux Indiennes de 20 ans, dans deux mondes parallèles, deux réalités d'un pays aux multiples facettes. Oui, une jeunesse aux antipodes, effectivement. Nicolas, comment se répartit la population en Inde? Il y a beaucoup de jeunes de 20 ans dans le pays? Alors c'est bien simple, aucun pays au monde ne compte autant de jeunes que l'Inde. Ici, 50% de la population a moins de 25 ans et à l'échelle du pays, eh bien, cela fait 650 millions de jeunes en Inde, c'est-à-dire 1/5 de la jeunesse mondiale quand même. Et puis autre chiffre, plus de 65% de ces jeunes Indiens habitent à la campagne, dans les villages, d'après une étude de 2011. Et donc, ils ont une vie qui s'apparente plutôt à celle de Pooja que nous avons vu dans le reportage, une vie plutôt traditionnelle. Et globalement, est-ce que les jeunes Indiens se disent plutôt heureux? Alors je vais encore m'appuyer sur quelques statistiques pour vous répondre, pas toujours très réjouissantes. Dans une étude de 2016, on apprend que la première cause de mortalité chez les jeunes Indiens de moins de 35 ans, c'est le suicide. Pourquoi? Eh bien, à cause du poids des traditions et des normes sociales qui pèsent encore sur les épaules de ces jeunes, parfois de manière insupportable dans une société extrêmement conservatrice. D'un autre côté, on apprend également que les jeunes Indiens apportent beaucoup d'importance à leurs études, à leur future carrière professionnelle, qu'ils sont optimistes et ouverts au changement. Alors bien sûr, impossible de résumer la vie de 650 millions de personnes en quelques mots, surtout dans un pays en plein chamboulement et qui évolue et qui se développe à une vitesse extrêmement grande. Merci beaucoup Nicolas et pour toutes ces informations et bien sûr pour ce portrait croisé très très intéressant évidemment. À très bientôt. Autre pays, autres idéaux, cap maintenant sur Israël. Et dans ce pays, avoir 20 ans, c'est avant tout faire son service militaire. Bonjour Franck. Il est obligatoire pour les filles comme pour les garçons, mais certains jeunes font de la résistance et refusent en effet d'intégrer les rangs de l'armée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a effectivement aujourd'hui de la rébellion dans l'air, non ? Oui, et ici en hébreu, on les appelle les sarvanim, littéralement ceux qui refusent, ou encore les refusniks, un terme hérité de l'ancien bloc soviétique et qui s'applique donc aujourd'hui aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui refusent de servir dans l'armée israélienne. Alors, ils sont extrêmement minoritaires, certes, mais leur prise de position bouscule sévèrement la société israélienne dans laquelle on considère qu'un passage dans l'armée est tout simplement le ciment de la nation. Le service militaire, vous l'avez dit, est théoriquement obligatoire pour les filles comme pour les garçons, même si dans les faits, les jeunes arabes de nationalité israélienne, par exemple, sont tout simplement dispensés de service militaire. Depuis la deuxième intifada, on constate également une légère augmentation des refus de servir dans l'armée, y compris au sein des populations juives. Et refuser l'armée, eh bien, c'est prendre le risque d'aller en prison, comme vous allez le voir dans ce reportage préparé par Maxime Pérez et Ofsat Nalbandian. Avoir 20 ans en Israël, c'est pour une majorité devoir porter cet uniforme. Dans un pays en état de guerre, le service militaire est obligatoire, environ 2 ans pour les filles et 3 pour les garçons. Mais certains refusent d'être enrôlés. Mon commandant, laissez-nous refuser. Ils sont pacifistes et se disent opposés à l'occupation des territoires palestiniens. Comme ces jeunes qui se rencontrent une fois par mois à Tel Aviv, on les appelle des refusniks. Yasmine, tout juste bachelière, vient de rejoindre le mouvement. Ça fait un moment que je m'y prépare. Je suis certaine de ma décision. En fait, c'est l'idée même de servir, d'avoir à perpétuer la politique de mon pays qui me fait peur. Dans quelques jours,
la jeune femme devra se présenter à la grande base de recrutement de l'armée israélienne. Ses camarades, dont certains sont dans la même situation, se préparent à manifester pour la soutenir. Sur cette pancarte, on appelle à libérer le ghetto de Gaza. Ici, tout le monde pense comme moi. Ça me conforte dans mon choix et ça me donne aussi de l'espoir. Car refuser de faire son service militaire, c'est prendre le risque d'être incarcéré de longs mois. Ce qu'a vécu Hillel, 19 ans, venu ce jour-là raconter son expérience. Bah voilà, j'ai été libéré il y a 2 semaines. Libéré, il a finalement été exempté grâce à cette avocate, qui défend avec acharnement les droits de ses objecteurs de conscience. On est en minorité uniquement en Israël. Partout dans le monde, ceux qui s'opposent à l'occupation sont majoritaires. Mais ici, le rapport est différent parce qu'on vit dans une société nationaliste. La preuve dans ce rassemblement, où ces militants se retrouvent pris à partie par des compatriotes. Une bande de traîtres, c'est tout ce que vous êtes. Enfoirés, honte à vous. Pas de quoi décourager Hillel, qui jusqu'au bout assume sa démarche. Elle lui a déjà coûté d'être incarcéré dans cette prison militaire. Voilà l'endroit où j'ai passé 3 mois à cause de mon refus de m'enrôler. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma vie, mais c'est mon premier acte d'homme et de militant. Le jeune homme accepte de nous conduire chez lui pour nous raconter son parcours. Ça, c'est ma première convocation pour passer des tests dans l'armée de l'air. Je n'y suis pas allé. Par son entêtement, Hillel a convaincu son père, lui qui plus jeune, avait rempli ses obligations militaires. C'est sa décision, pas la mienne. Je ne partage pas forcément ses idées et sa façon d'agir. Mais en tant que père, je suis derrière lui. Un soutien bienvenu pour Hillel, conscient qu'il paiera encore longtemps le prix de son insubordination. Je suis plutôt fier de mon choix et de ce sacrifice. D'un autre côté, il y a de bonnes chances que ça me porte préjudice dans la vie. Beaucoup de gens vont me regarder différemment à cause de ce que j'ai fait. Son parcours reste une exception en Israël. Les réfusniks ne sont qu'une poignée à se déclarer chaque année. Mais le signe, disent certains, d'une société plus réticente à la guerre et lassée du conflit avec les Palestiniens. Et Franck, on voit bien que ce jeune homme a l'air plutôt inquiet pour son avenir. Ça veut dire que tous ces jeunes adultes osent prendre le risque d'être marginalisés? Oui, clairement. Alors il y a, vous l'avez vu, ces associations qui vont tenter de les aider à surmonter les obstacles, car en Israël, eh bien, l'armée, c'est très souvent la première occasion de se faire un réseau professionnel. C'est un tremplin vers la vie active et ces jeunes refusniks ne bénéficieront pas de ce tremplin. Ils ne bénéficieront pas non plus des aides financières qui vont avec le service militaire et qui permettent normalement ensuite de payer pour leurs études. Enfin, ils seront questionnés tout au long de leur vie par leurs proches, par leurs amis ou encore par leurs employeurs potentiels sur cette expérience qui manque à leur CV. Et puis sachez, Laurent, dernière information, que leur combat, paradoxalement, rejoint celui d'une autre catégorie de la population, c'est la jeunesse ultra-orthodoxe qui, elle aussi, dans un certain nombre de cas de figure, refuse de servir dans l'armée, les jeunes ultra-orthodoxes qui considèrent, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons religieuses, que l'armée les détourne de l'étude des textes sacrés à laquelle ils ont décidé de consacrer leur vie. On estime, selon les chiffres, que les ultra-orthodoxes représentent aujourd'hui 95% des refus de servir dans l'armée israélienne. Merci Franck, merci beaucoup et à très vite évidemment. Il est temps de faire une petite pause numérique et de rejoindre pour ce faire Julia Livage qui va nous retrouver ici sur le plateau de votre Télématin. Car s'il y a bien un domaine que les jeunes de moins de 20 ans maîtrisent, ou de 20 ans, maîtrisent à la perfection, c'est Internet et apparemment le Wi-Fi reste leur meilleur ami, non ? Évidemment, quand on a 20 ans, on a grandi en même temps qu'Internet, tout simplement. Alors l'Ipsos a déclenché
provoqué une enquête qui s'appelle Junior Connect sur la fréquentation des médias par les jeunes. Alors d'abord, cette étude, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la génération Z, elle est toujours mieux équipée avec les smartphones et qu'elle passe de plus en plus de temps devant les écrans. 8 ados, 8 jeunes sur 10 ont un smartphone aujourd'hui. Elle nous dit aussi, et sans surprise évidemment, que les réseaux sociaux ont une emprise énorme sur les jeunes. Les outils les plus utilisés aujourd'hui, ce sont WhatsApp, la messagerie instantanée qu'on connaît, qu'on utilise tous énormément, et Snapchat, qui est un outil de partage de vidéos et de photos. Très plébiscité par les jeunes. Aujourd'hui, les 57% des moins de 20 ans sont sur Snapchat, qui a fait d'ailleurs récemment une entrée en bourse assez spectaculaire. Alors vous avez, ça c'est pour Snapchat, vous avez aussi, et ça c'est la grande surprise, YouTube, nouveau roi auprès des jeunes. 8 sur 10 possèdent un compte aujourd'hui sur YouTube, compte de vidéos à la demande. Et puis je terminerai avec Instagram, qu'on utilise tous aussi beaucoup et qui pour le coup est un outil de partage de photos le plus utilisé aussi auprès des jeunes. Et donc ça promet si tous ces génies du web ont moins de 20 ans? Exactement, ça promet, parce que des génies du web qui ont moins de 20 ans, il y en a beaucoup. Alors évidemment, on se souvient de Mark Zuckerberg, qui avant ses 30 ans était devenu milliardaire grâce à Facebook, mais aujourd'hui, ils sont encore plus jeunes. L'exemple le plus impressionnant, c'est celui-ci. Il s'appelle Nick Dalloisio. Il est australo-britannique et à 17 ans, il a vendu son application Sumly à Yahoo, ce qui lui a fait de lui le plus jeune autodidacte millionnaire de l'histoire, vendu pour 30 millions de dollars quand même. Et puis il y a cette jeune femme qui s'appelle Juliette Brindek, Elle avait 16 ans quand elle a créé sur Internet, pour amuser sa petite sœur, une espèce de site Internet avec plein de personnages différents. C'est devenu le réseau social le plus utilisé par les jeunes filles. Ça s'appelle Miss O and Friends et c'est un carton. Pour finir, vous connaissez la très cultissime conférence TED en Californie. Aujourd'hui, elle organise des sessions spécialement et uniquement destinées aux adolescents. C'est dire comme le phénomène est important. Oui, vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup, Julia. Pour la suite de notre voyage direction le Sénégal, où la jeunesse aspire à un avenir qui tient en 6 lettres. Europe. Bonjour Marc. Qu'est-ce qui motive finalement la nouvelle génération à quitter son pays natal ? Oui, bonjour Laurent. Alors au Sénégal, comme partout dans le monde d'ailleurs, la principale préoccupation de la jeunesse, c'est son avenir et son avenir professionnel notamment. Alors les aspirations peuvent être, vous l'imaginez, très différentes selon l'endroit d'où l'on vient. Si l'on vient de la campagne, eh bien les jeunes désirent surtout en sortir, alors que si on est en ville, il y a la volonté d'étudier pour réussir. Mais il y a peut-être quelque chose qui rapproche les Sénégalais, les jeunes Sénégalais. C'est une volonté d'émigrer pour des raisons différentes selon leur milieu social d'origine. Un exil qui passe souvent par l'Europe. Regardez ce reportage signé Antoine Husser, Aurélie Fontaine et Papsec. À 20 ans au Sénégal, d'où qu'ils viennent, de la ville ou de la campagne, ils rêvent d'ailleurs. Aïcha est étudiante à Dakar, la capitale. Mamadou habite dans le petit village de Pouyen. Ici, difficile de trouver un travail, les jeunes s'ennuient. Mamadou Pouy, lui, apprend le métier de soudeur. Il gagne une dizaine d'euros par mois et n'a qu'une envie, travailler en Italie. Laisse-moi regarder. Beaucoup de jeunes veulent partir. La vie est dure ici. Ils partent dans des conditions difficiles. Certains reviennent et ont réussi. C'est ça qui m'a donné envie de partir. Comme eux. Son grand frère, El Hadj, lui transmet le métier pour qu'il puisse s'en servir en Europe. Il comprend ses envies d'ailleurs et celles de tant d'autres jeunes Sénégalais. Même si les soudeurs gagnent leur vie, ça n'empêche pas les gens de rêver de partir à l'étranger. Ils veulent parcourir le monde et découvrir d'autres façons de travailler. Aider sa famille, découvrir de nouveaux horizons. L'envie de partir est la plus forte, même si la mère de Mamadou s'inquiète du départ. Aujourd'hui, on aura un bon déjeuner. S'il passe par la mer, j'aurais très peur. Mais si c'est la voie légale, je suis d'accord pour qu'il parte. À 50 km de Pouyen à Dakar, les étudiants aussi rêvent d'Europe. Aïcha a 22 ans, son père était maçon. Elle a grandi dans la capitale. Elle habite dans cette chambre de 15 mètres carrés
qu'elle loue avec 2 autres jeunes femmes. Lorsqu'on est à 3, on ne peut pas se concentrer. On est obligé chacune d'aller dans son coin. Soit les 2 partent et l'autre reste, ou bien on part tout. Aïcha entame sa 3e année de licence en philosophie. C'est le cursus qui se rapproche le plus de ce qu'elle veut faire, psychologue pour enfants. Mais ici, ce diplôme n'existe pas encore. La solution pour moi, c'est évidemment d'aller dans un pays tel que la France où ils dispensent une formation beaucoup plus solide, beaucoup plus encadrée, avec plus de pratique et tout ça. L'étudiante espère ensuite revenir au Sénégal pour exercer son futur métier. Avec son ami Seydi, elle est persuadée qu'on peut faire carrière ici. Partout, même en Europe, il y a d'autres qui réussissent et d'autres ne réussissent pas. Mais maintenant, moi, je me dis que la réussite dépend de notre conception, de notre mentalité. C'est ici d'abord. Partir quoi qu'il arrive, ou partir pour mieux réussir chez soi. Pour les jeunes Sénégalais, l'Europe reste un passage tant espéré. Merci Marc et à bientôt évidemment. Retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui. On va maintenant passer au crible, la jeune génération française. Si, Anissa, bonjour, on devait faire un portrait robot, ça donnerait quoi ? Eh bien, les envies sont majoritairement les mêmes de nos jeunes, quelle que soit la zone géographique. Nos jeunes ont envie de se sentir bien, de voir leurs amis, d'être cool. Ce cool passe par les vêtements, avec une obsession pour les marques qui dépasse souvent l'entendement pour les parents. Alors, à leur décharge, ce n'est que le résultat de l'excellent marketing dont ils sont la cible. Cela passe aussi par la musique et par les activités numériques. Les activités, c'est-à-dire qu'on va dire que les traditionnels cours de danse, loisirs, les traditionnels cours de judo, ont été très largement supplantés par les activités numériques. Les jeunes ont entrepris un contrat à temps plein avec leurs smartphones et leurs écrans d'ordinateur portable, avec plus de 35 heures de connexion par semaine, selon un rapport publié en 2018 par l'agence Santé publique France. Et donc c'est ça en fait qui les rend heureux, nos jeunes. Alors non, c'est plutôt ce qui les rend malheureux, c'est ce qui contribue à les rendre malheureux selon un rapport publié en septembre dernier par des chercheurs américains qui établissent un lien direct entre le niveau de bonheur d'un jeune et le nombre d'heures passées derrière un écran. Les jeunes les plus heureux sont ceux qui passent moins de 2 heures par jour sur un écran, une durée plutôt difficile à tenir, surtout quand on sait que les tablettes s'invitent même à l'école aujourd'hui dans les salles de classe. Mais eux-mêmes, ils en pensent quoi? Ils sont heureux ou pas? Alors, c'est marrant parce que quand on leur pose directement la question, et cela dans toutes les études réalisées, ils répondent oui. On est heureux. Néanmoins, quand on gratte un petit peu et puis que les questions se font un peu plus précises, on va dire que le vernis craque et que les angoisses ressortent. 1 jeune sur 4 souffre de problèmes psychologiques somatiques réguliers. Pour vous donner quelques chiffres, 36,7% ont des difficultés à s'endormir, 25,6% des problèmes d'irritabilité, 24,5% de nervosité et 17,3% de déprime. Ce sont des chiffres que l'on doit à un organisme américain, le HBSC. Et on sait ce qui les angoisse à ce point? Oui, nous les grands adultes, les vieux, comme ils aiment dire. Alors, disons que c'est plutôt ce qu'on a fait. D'abord, il y a cette société ultra-consumériste que nous avons tant voulu, mais qui a poussé beaucoup trop de gens à croire que nous ne sommes plus parce que nous pensons, mais que nous sommes ce que nous portons. L'analyse de certains de leurs comportements et de certaines de leurs pensées ont démontré que les jeunes établissent un lien entre privation matérielle et problème d'intégration dans la vie. Premier problème. Deuxième chose, ils disent souffrir d'un problème de reconnaissance, d'abord à l'échelle familiale et ensuite d'un point de vue plus global avec la société dans le viseur. Vous savez, en 2013, France Télévisions a mené une grande enquête en ligne avec la participation record de 210 000 jeunes sur la question des jeunes et de la façon dont ils voient leur avenir. Eh bien, à 70%, ces jeunes ont fait voler en éclats cette idée de société française méritocratique qu'on a. Au contraire, ils disent que la société française ne leur donne pas les moyens de montrer ce dont ils sont capables. Pire encore, ils ont la conviction que leur vie sera pire que celle de leurs parents, à 45%. Vous avez 1/3 des participants qui ont dit qu'ils pensaient que dans leur vie, ils ne connaîtraient rien d'autre que la crise. Et si vous leur demandez même comment est-ce qu'ils voient l'avenir de leurs propres enfants, eh bien 43% ils pensent que la vie de leurs enfants sera pire que la leur. Alors c'est sûr qu'il y a de
quoi être un petit peu angoissés avec tout ça. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas un très joli tableau. Mais vous qui les connaissez si bien, vous savez s'ils ont des rêves au moins? Bien sûr, alors oui, ils en ont. Celle d'une société plus solidaire et plus égalitaire. Et puis finalement, c'est quand même assez cohérent avec ce qu'on constate d'eux. Alors on parle, vous savez, de jeunes gens qui n'ont connu que la dette, la crise, le chômage. Ils entendent parler de ça depuis qu'ils sont nés. Ils ont vu les inégalités sociales se creuser. Ils ont vu leurs parents payer plus de taxes, la terre ne plus tourner rond. À quel moment est-ce que nous avons eu un discours qui pouvait les pousser à croire que leur vie sera magique? Non. Alfred de Vigny a écrit cette phrase sublime: une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé à l'âge mûr. Pardon Alfred de Vigny, nous allons en garder qu'une partie. Une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé. Alors s'il y a un message à laisser à nos jeunes, ce serait de croire suffisamment en leurs rêves pour leur donner la force de se concrétiser. C'est ce qu'on dit dans certaines cultures, que la pensée est créatrice. Et cela, quel que soit le contexte économique et social. Eh oui, même avec l'innocence, pas facile tous les jours d'avoir 20 ans. Merci beaucoup, Merci à vous. Anissa. Alors, pour notre dernier bain de jouvence, nous partons en Grèce maintenant, où les jeunes de 20 ans détiennent un record européen, et pas des moindres. Bonjour Alexia. C'est quel record exactement ? Bonjour Laurent, effectivement, vous avez raison, c'est un record. Ce sont les plus diplômés d'Europe et ce sont même les jeunes qui parlent le plus de langues étrangères en Europe. Alors vous allez me dire, oh, c'est bien Alexia, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce genre de record? Eh bien, je vous dirais Laurent, pas grand-chose, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'au même moment, eh bien, la Grèce détient un autre record, celui du chômage des jeunes le plus important d'Europe. Plus d'un jeune sur deux est au chômage ici en Grèce. Alors forcément, eh bien, il ne fait pas bon vivre d'être jeune. C'est plutôt même oublier ce sentiment d'insouciance que l'on peut avoir à 20 ans. Les jeunes ici sont très réalistes ou alors très positivés, mais surtout très débrouillards. Alors justement, avec un taux de chômage pareil, j'imagine qu'il y a peu de perspectives d'avenir, comme on dit. Que font ces jeunes diplômés en fait ? Et c'est toute la question, Laurent. Eh bien, il y a plus de 70% de ces jeunes qui sont partis à l'étranger ou qui s'apprêtent à le faire. C'est la fuite des cerveaux dans toute sa splendeur et c'est justement ce qui inquiète les autorités. Alors, au même moment où eh bien, tous ces jeunes rêvent d'étrangers, il y en a qui décident de rester. Alors, c'est un pari qui est risqué, qui est non seulement risqué, mais aussi qui est coûteux, qui n'est pas une sinécure. Eh bien, c'est ce que je vous invite à voir, Laurent. L'univers de ces jeunes qui ont décidé de rester, comme Trifonas, qui l'a fait de manière un peu différente dans ce reportage réalisé avec Aris Katsianis et Victor Milokensis. Il suffit d'interroger les jeunes Grecs dans la rue pour comprendre leur vision de l'avenir. Tous les jeunes partent pour trouver un meilleur avenir à l'étranger. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, dans la famille, ils sont tous partis en France et en Angleterre. Je pense qu'à l'étranger, il y a plus de possibilités, surtout quand on a un diplôme. Ici, il n'y a pas de valorisation, pas de travail. Moi, je préfère partir, même si c'est triste de devoir quitter ma famille. La crise économique a en effet amputé leurs rêves. Un salaire minimum à moins de 500 €, un taux de chômage qui bat tous les records européens et le coût de la vie qui s'envole. Quitter le pays est une option. Mais certains ont décidé de rester, ou plutôt de retourner sur leur terre familiale. C'est le cas de Trifonas qui a relevé le défi dans un village près d'Olympie, dans le Péloponnèse. Il a 26 ans et après des études de sciences économiques, il a fait le pari de reprendre les terres de son grand-père pour cultiver les oliviers centenaires. 90% des Grecs possèdent des lopins de terre qui ne sont pas valorisés. Je me suis dit que je pouvais reprendre les terres familiales pour cultiver de l'huile d'olive biologique, sans produits chimiques, exactement comme le faisaient les grands-parents. Les agriculteurs modernes sont de plus en plus nombreux, armés de leurs téléphones intelligents qui leur donnent même des conseils pour mieux cultiver leurs terres sans trop se salir. Ils se lancent dans l'aventure. Mais Trifonas n'hésite pas aussi à interroger ses collègues de la région. Avec le retour progressif des jeunes, on redécouvre les richesses de nos terres. Cela peut être une réponse à la crise, parce que les terres grecques sont des plus fertiles. Il y a donc de l'avenir. Mais la vie dans les terres n'est pas celle dont un jeune d'aujourd'hui pourrait idéalement rêver. Dans la culture biologique, on n'a pas de week-end, pas de pont, pas de vacances. On a une lourde tâche, mais certains soirs, je peux m'échapper et sortir, alors que la tomate ou le poivron sont des cultures plus contraignantes. Il voit donc dans son métier un engagement citoyen déterminant pour l'environnement.
Je pense que je suis avant-gardiste, parce que la planète a besoin d'être protégée et qu'on va revenir à une culture biologique comme je la pratique ici. Mon huile d'olive se vendra donc plus cher, mais sera plus saine. Trifonas a déjà des idées pour élargir la culture à des herbes fraîches, opter pour un différent packaging de l'huile d'olive, l'exporter à l'étranger et devenir même une référence. Bref, c'est un jeune plein d'espoir. Alexia, est-ce que ces jeunes se dirigent aussi vers une agriculture, on va dire, moins moderne, plus contraignante ? Là, évidemment, bien moins, cher Laurent. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est justement contraignant, surtout quand il s'agit de troupeaux de vaches ou de troupeaux de moutons, où c'est jour et nuit, et hiver comme été, et il n'y a absolument pas de répit. Et forcément, ces agriculteurs, eh bien, ce sont tous, les jeunes, ce sont surtout des geeks qui voient le métier comme un métier de néo-entrepreneurs et qui ont une vision complètement différente de l'agriculture, ce qui exaspère un petit peu les anciens agriculteurs qui connaissent la terre mieux que personne et se méfient de ces nouveaux arrivants. Et dites-nous, Alexia, est-ce qu'on arrive à se faire entendre en Grèce quand on a moins de 30 ans ? Tout dépend des produits que l'on fait, justement, et de comment on le fait. Mais il y a vraiment un décalage entre ces générations, justement, parce que, il est dur d'avoir du crédit quand on est accroché en permanence à son téléphone. Ce qui fait beaucoup sourire les anciens agriculteurs, c'est de voir à chaque fois des jeunes arriver dans un café en pleine campagne, complètement perdus, et à peine assis sur sa chaise, demander le code Wi-Fi. Donc forcément, ils estiment qu'ils seraient complètement perdus sans ces appareils connectés. Donc il y a encore du chemin à faire. Ah, le fameux choc des générations. Merci beaucoup, Alexia, et à bientôt. Bonne journée à vous. Madame, monsieur, notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants pour ce vent de fraîcheur, c'est le cas de le dire. La semaine prochaine, autre thème, les idoles seront à l'honneur. Alors, quelles sont les coqueluches de nos voisins ? Qui sont-elles et que représentent-elles ? À chaque pays, sa vedette, vous vous en doutez. Alors, rendez-vous samedi prochain sur ce thème. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve bien sûr dès lundi, 6h30. En attendant, très bon week-end à toutes et à tous.